Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Et je commence par vous souhaiter une excellente année 2017, pleine de satisfactions personnelles et bien entendu des projets informatiques réussis. C'est justement pour contribuer un peu à la réussite de vos projets informatiques que nous avons souhaité avec le Club des 10 vous proposer à partir d'une approche un peu ludique un éclairage particulier sur l'articulation entre les marchés publics, donc les pièces du marché, et nos projets informatiques. L'objectif, c'est de bien identifier les sources potentielles des difficultés que l'on rencontre dans la réalisation de nos projets. D'une part, démystifier les pièces du marché et vous apporter quelques outils et méthodes. Donc, je vous propose, pour commencer, de poser le cadre, délimiter le périmètre qui va nous intéresser aujourd'hui, vous parler un petit peu des pratiques à risque, un peu caricaturales, certes, mais qui nous permettront de bien voir derrière quelles sont les conséquences plus que potentielles, quelles sont les pièces maîtresses et leur place dans les projets, et bien entendu l'articulation de l'ensemble avec les points de repère qui vous serviront et qui seront pour vous des clés de la réussite. Et comme l'a dit Madame Parenti, il y aura ensuite un temps de questions-réponses. Donc, commençons tout de suite par un projet. Un projet informatique. On va prendre essentiellement les projets des logiciels qui sont un petit peu complexes parce qu'il y a énormément d'acteurs. Ce projet, il a 4 phases qu'on repère facilement, puisque nous avons la phase de reconnaissance qui va nous permettre, en fait, qui est la phase du constat, qui va, on va dire, s'officialiser souvent par une lettre d'émission et qui est en quelque sorte la commande qui nous est passée en interne. Ensuite, on va passer à la partie réflexion qui va être consacrée à l'analyse de l'existant afin de vérifier et de formuler aussi bien que possible tous les besoins de l'organisation. C'est également pendant cette étape-là qu'on va faire l'étude de faisabilité, qu'on peut faire également du sourcing, hautement recommandé, et qu'on va rédiger, on va dire, un cahier des charges de tous les besoins des utilisateurs. Puis vient la phase de conception. La phase de conception, on va faire le montage du projet informatique, toute sa partie réalisation à proprement parler, avec une définition des objectifs, un planning des réalisations, et puis c'est pendant cette phase-là qu'on va constituer le dossier et consultation des entreprises qui va servir à l'achat. Puis nous avons ensuite, pour terminer, la phase des réalisations ou des mises en œuvre. C'est là qu'on va mettre en production les outils qu'on aura acquis. Et c'est en grande partie la fin du projet, pas la fin du marché, mais la fin du projet. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, c'est que tout projet informatique, entre cette phase, ces 3 premières phases et la dernière, eh bien, il y a la case achat, qui est le passage obligé. C'est un véritable carrefour de l'ensemble de tous les acteurs d'un projet. Et malheureusement, c'est une case, on va dire, pas très aimée, en tout cas souvent redoutée, et à juste titre. Parce que si on ne maîtrise pas toutes les ficelles de ce passage-là, de toute la conception à la réalisation, eh ben, il y a pas mal d'embûches. Alors, quelles sont-elles et comment les déjouer? On va regarder de près déjà de quoi elle se constitue. Cette case achat, et il va y avoir 4 pièces qu'on appellera les pièces du jeu, les pièces maîtresses. On va avoir le cahier des clauses techniques et particulières, qu'on appellera CCTP, le règlement de consultation RC, le cahier des clauses administratives particulières, donc CCAP, l'acte d'engagement et son bordereau détaillé des prix. OK. Maintenant, comment s'organise-t-elle et comment construit-on ces pièces? C'est là que je vais vous proposer de partir sur un cas d'école. Alors, une école, on va dire, imaginaire,
toute ressemblance avec la réalité, bien entendu, serait tout à fait fortuite. Nous sommes donc dans une structure à la verticale, pas mal cloisonnée, donc vous voyez bien que je ne parle pas de vos structures ni des structures qu'on connaît. Dans cette structure, on a le château informatique. Le château informatique, lui, il est chargé du CCTP, c'est sa chasse gardée, il va le rédiger, il va en être responsable, avec une participation plus ou moins importante des utilisateurs. Puis nous avons le château marché public, le service marché. C'est sur lui qui va reposer la rédaction du CCAP, de l'acte d'engagement et du règlement de consultation. Dans ce cas de figure et dans cette structure, on voit bien que tout se passe comme si les documents pouvaient être indépendants les uns des autres. De manière quasiment caricaturale, on pourrait dire que la seule chose qui les relie, eh bien, c'est l'objet du marché. Excusez-moi, j'ai un petit souci de gorge. Problème. Donc, on peut faire des allers-retours et jusqu'à là, tout va bien. Sauf que arrive la publication du marché et les réponses des offres. C'est là que les problèmes vont commencer. Le premier problème qu'on va rencontrer, ça va être un problème lors de l'analyse des offres. Pourquoi? Parce que l'analyse des offres, la manière dont on va l'analyser, les critères d'analyse, d'évaluation, de pondération, ce sont toutes des données qu'on aura mises dans le règlement de consultation. Mais qui peut vraiment donner ces critères? Ce sont les utilisateurs finaux. Donc souvent, si on ne les sait pas à ce moment-là, on va être très à mal pour faire une évaluation des offres qui sont particulièrement différentes. Un exemple pour qu'on ait bien en tête quelles sont les difficultés et les choses qu'on peut rencontrer. Supposons qu'on ait mis dans le règlement de consultation une pondération de l'offre du prix à 30 voire 40% comme on rencontre parfois. Vous avez des offres extrêmement différentes et vous avez une offre qui est très bonne du point de vue fonctionnel et un peu chère. Vous avez également de l'autre côté une offre qui, elle, est plutôt médiocre, mais qui a fait un effort financier limite, on va dire, à la limite de l'offre anormalement basse. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette offre anormalement basse, mais qu'on peut difficilement évaluer comme telle, elle va recevoir un critère, une notation de 10. 10 avec une pondération de 30 voire 40%. Vous voyez bien la difficulté qu'il va y avoir à trouver dans les autres offres, et surtout l'offre qui nous intéresse, qui serait plus chère, des critères factuels et qui ne prêtent pas à confusion ni à contestation pour pouvoir augmenter la note et pouvoir passer devant cette offre anormalement basse. Donc, on voit bien qu'on va se retrouver très vite dans tous les affres du rapport d'analyse, qu'on va avoir des difficultés pour se mettre d'accord avec nos collègues des services marchés, et parce que la contrainte des services marchés, c'est que ce fameux rapport d'analyse est publiable. Ça veut dire que ce rapport d'analyse peut être épluché par tous les soumissionnaires qui auront été évincés. Il pourra donner lieu à des contestations, voire même à des contentieux. Donc, on voit bien déjà des difficultés importantes là-dessus. On peut rencontrer ensuite des problèmes d'exécution de marché, et on le verra tout au long de l'exposé, quels peuvent-ils être et les conséquences. Dès le lancement de projet, on peut très bien avoir une difficulté, ne serait-ce qu'au niveau du planning. Si notre planning n'a pas été vraiment publié dans le CCAP et un peu partout, parce que on peut très bien avoir une incohérence ou une incompatibilité entre la disponibilité des utilisateurs finaux et
et du titulaire du marché avec ses intervenants. Donc, on voit bien toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Enfin, lorsqu'on démarre le projet, eh bien, plus on aura rencontré des soucis pendant cette phase ou cette case achat, plus on aura des chances derrière d'avoir des ajustements à faire, donc des avenants avec des risques et modifications substantielles, et donc de nouveau des soucis potentiels vis-à-vis des soumissionnaires qu'on aura évincés et qui, avec cette modification, finalement, auraient pu se placer mieux qu'ils ne l'ont été. Donc, on voit bien que, en fait, à travailler chacun de son côté, les risques qu'on met sont quand même assez énormes et les pertes vont s'accumuler. Non seulement les pertes, mais en plus les mécontentements. Et on va se retrouver avec un utilisateur et tous les leitmotifs, tout ce qu'on entend souvent, on ne m'a pas associé, ça répond pas à mes besoins, c'est pas ce qu'on voulait. On va avoir les acheteurs, comme on a vu tout à l'heure, qui vont nous dire, mais attendez, top, il y a la réglementation qu'il faut respecter, votre rapport, il est trop polysémique, il donne lieu à de nombreuses interprétations, donc refaites-le. Une fois qu'on a eu du mal à choisir, on a quand même beaucoup de mal, vous le savez très bien, à revenir sur notre rapport. Et puis, si c'est l'informatique qui a piloté le projet, ce qui arrive quand même dans la plupart des cas, eh ben, c'est vrai, il va se retrouver un petit peu entre le marteau et l'enclume. Vous savez très bien que c'est malheureusement un rôle qui est désagréable et qui arrive souvent. Bref, c'est un peu à y perdre son latin. Alors, comment faire? Eh bien, la première chose, bien sûr, c'est être conscient, bien comprendre ce que c'est qu'un projet informatique, quelles sont ses particularités, quels sont les enjeux inhérents à ce type de projet, dans un premier temps, bien définir les objectifs afin de bien identifier les acteurs et les faire participer dès le départ en distribuant des rôles clairs. Jouer collectif, ça me semble indispensable, que l'informatique ne se retrouve toute seule à mener un projet qu'il aura du mal à faire passer ensuite. De manière à ce qu'au moment de l'achat, eh ben, tout le monde ait participé au projet, et donc ce sera plus facile de faire participer les utilisateurs, ne serait-ce que pour faire des ateliers d'analyse des offres et autres. Enfin, et c'est primordial, avoir une vision d'ensemble à tout moment et la partager avec tous les acteurs dans la transparence la plus complète possible. Ah, c'est facile à dire, me direz-vous, mais bon, oui, mais concrètement, comment faire? Alors, pour faire, on va commencer par le début. C'est quoi? C'est quoi un projet informatique? Et surtout, c'est quoi qu'est-ce que le système d'information? Parce qu'en fait, tout le nœud du problème, souvent, c'est cette confusion qui est permanente entre système d'information et système informatique. Donc, le système d'information est composé de tous les hommes de la structure, des données, circuits d'information et processus, et des outils. Et on voit bien que l'informatique, elle est ici, pas ailleurs. Par contre, on perçoit clairement par cette image que si mon projet est un projet informatique, eh bien, dans ces cas-là, dès que cette pièce bouge, il va y avoir des répercussions sur toutes les autres. Ça explique en grande partie pourquoi toutes les difficultés qu'on trouve sur les projets informatiques sont rarement directement liées à l'objet lui-même. C'est-à-dire que la technique, elle finit toujours par tomber en état de fonctionnement, vous le savez très bien. Par contre, on se retrouve avec d'élever les boucliers qu'on a du mal à comprendre. Donc, pour cela, nous allons voir sur un projet informatique quelle est la nature, on va dire, des risques qui sont inhérents à ce type de projet et pourquoi. On va avoir tout d'abord des risques culturels. Pourquoi? Parce que qui touche aux outils, on l'a vu, touche au processus et aux hommes. Or, si la stratégie de la direction n'est pas claire, si le circuit des prises de décision
est flou. Si les méthodes de travail et les rôles de chacun ne sont pas très formalisés ni très clairs, il y a des chances qu'il y ait des stratégies qui ont été mises par chaque acteur, par chaque personne, des stratégies de pouvoir qui sont plus ou moins faciles à identifier et surtout parfois très difficiles à faire bouger, voire à contraire. Nous avons après des difficultés également avec nos fournisseurs. On se plaint souvent qu'ils font ce qu'ils veulent, il n'en reste pas moins qu'on les laisse faire. Alors, est-ce qu'on les laisse faire parce qu'on n'a pas les moyens à un moment X de tenir bon? Et les moyens, bah, c'est les cahiers, c'est vraiment notre dossier de consultation. Ça, c'est un des moyens, on va le voir. C'est le CCAP. C'est la principale, on va dire, défense, c'est un bon CCAP. La difficulté, c'est qu'effectivement, c'est parfois par manque de moyens, mais souvent, et vous le savez très bien, c'est par lassitude. Il y a des fois où il use nos nerfs et des moments où on se dit, bon, ok, allez, on avance parce que le projet doit avancer, parce que le temps passe, parce qu'il faut qu'on termine. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est les pires des moments parce que c'est là qu'on laisse passer des choses qu'on ne devrait jamais passer et plus on en laisse passer, plus on va dire, on a des chances de se prendre les pieds derrière. Donc, on voit quand même que c'est assez complexe, mais ce n'est pas tout. On a toute la partie juridique dans les projets informatiques puisqu'on a la propriété intellectuelle, on a la protection des individus, on a la confidentialité des informations, la protection des données et, pour faire bonne mesure, on a une panoplie énorme de réglementations. On avait un code de marché public qui a été revu et corrigé. Ça aussi, c'est notre culture. Hein. On devait le simplifier. On l'a tellement simplifié qu'on a une ordonnance en 2015 qui a eu besoin d'un décret d'application pour clarifier, pour combler les trous. Et donc, on a aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve à la case achat, on se retrouve avec ces documents-là. On a des documents, des textes d'accompagnement, par contre, qui peuvent nous être très utiles, puisqu'on a le CCAG TIC, ça c'est une chance, mais souvenez-vous que sur un projet informatique, vous pourrez très bien aussi avoir un CCAG PI, qui est prestation intellectuelle, voire un EMI qui est marché industriel. Puis nous avons les jurisprudences. Le code et toutes ces règles sont récentes, donc pour l'instant, on n'a pas tout à fait un an des contentieux derrière nous, donc ça va encore, mais ça fait partie des choses qui peuvent simplifier avec le temps. On a tous les textes propres à l'informatique, avec les circulaires de la CNIL et autres. On a du droit pénal également, je vous le rappelle. Et puis, un langage qui est le langage de l'informatique, alors même qu'on doit rédiger un cahier entièrement en français, et ça, pareil, c'est une loi qui nous le demande. Donc, vous voyez bien qu'on se retrouve avec de nombreuses sources de difficultés, mais en même temps, et c'est comme ça que j'aimerais bien qu'on essaye de le voir pendant cette présentation, avec beaucoup de moyens qui s'offrent à nous, eh bien, pour parer et diminuer autant que faire se peut toutes ces difficultés rencontrées. Alors, d'abord, en comprenant bien les règles du jeu, ça c'est indispensable, qui régissent à la fois les projets informatiques et les achats. C'est ce qui permet de bien les utiliser. Quelles sont ces règles? Commençons par la première. La première, c'est qu'il y a un but pour tous ces projets. Et le but numéro 1, et qui devrait être vraiment celui qui est tout en haut de la pile, c'est la satisfaction des utilisateurs. Alors, satisfaction des utilisateurs, je vous ai mis à moyen et long terme. Pourquoi? Vous savez très bien qu'il n'y a pas de recette miracle. On a beau anticiper énormément, les faire participer depuis le début, arriver au moment où il va falloir mettre en œuvre le logiciel, eh bien, une charge de travail qui parfois est très, très, très lourde
à assurer parce qu'on a le quotidien à gérer, plus un nouveau logiciel à appréhender, à paramétrer, se former et autres. Et je vous assure, à ce moment-là, n'importe quel utilisateur trouvera toujours que l'eau est trop froide. Donc, c'est sur le coup, on aura du mal à dire est-ce que ça avance bien et de temps en temps, et vous le savez tous, et ceux qui ont travaillé avec moi le savent qu'il y a des moments où on est presque obligé de matériellement pousser l'utilisateur. Donc, ça, il faut toujours le tenir en compte. Mais je vous rassure, si vous faites une enquête au bout d'un an et que vous leur demandez, vous vous dites, bon, vous avez l'air assez insatisfait, on s'est peut-être trompé, on revient en arrière, vous allez avoir une levée de bouclier à tous les coups. Et dans ces cas-là, ben, ça veut dire quand même que quelque part, on a réussi son projet. Par contre, si tout le monde vous dit, ah oui, oui, on revient en arrière, alors forcément qu'on a échoué, c'est même pas la peine de faire des évaluations, c'est complètement raté. Mais je n'ai encore en 30 ans de métier, je n'ai encore jamais vu ça. Ensuite, on a deux enjeux. Un enjeu qui est l'amélioration de l'organisation et du système d'information. D'accord? Et on a un autre enjeu qui est devenu plus qu'un enjeu, c'est devenu presque notre souci quotidien, qui est la bonne utilisation des deniers de la collectivité. Et bien tout simplement parce que ces deniers, c'est une véritable peau de chagrin. Plus ça va, moins on en a. Donc on a vraiment intérêt à les utiliser à bon escient. Pour terminer, nous avons trois principes. Ce sont trois principes sur lesquels repose le Code des marchés publics tout entier, à savoir égalité des traitements des candidats, liberté d'accès à la commande publique, et non pas fraternité, mais transparence. Transparence de la procédure de passation. C'est-à-dire tout ce qui va se passer entre le moment où nous avons reçu les offres et le moment où nous avons notifié le marché, et ben, normalement, on devrait être dans la transparence la plus complète. Donc, pour ces principes-là, et de toute façon, n'hésitez pas à vous faire aider dès la cellule marché, aussi en amont que possible, parce que souvenez-vous, lors de la période de l'étude de faisabilité, je vous ai dit qu'il y avait du sourcing à faire. N'hésitez pas à le faire, mais autant l'ordonnance nous pousse dans ce sens, autant le décret nous cantonne un petit peu, nous dit vous le faites, mais attention, il y a quelques règles à respecter. Donc, voyez ça avec vos collègues des marchés publics. Et vous avez intérêt à les associer. Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, l'équipe gagnante, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il est hors des questions d'avoir des châteaux à droite et à gauche et chacun dans sa tour d'ivoire. Non, c'est une cour où tout le monde est là. On a nos utilisateurs qui vont définir les besoins fonctionnels, métiers, l'informatique qui, elle, va définir les prérequis techniques pour que l'outil qu'on achète s'intègre correctement dans l'urbanisation de tout notre système d'information informatique. Nous avons la direction qui, elle, doit pouvoir nous donner une stratégie et pouvoir trancher au moment où on a besoin. Et puis, on a les marchés publics. D'accord? Et ensuite, me direz-vous, on va besoin d'avoir un petit peu de méthode. Et la méthode, elle commence par quoi? Elle commence par bien repérer, avoir une vision très d'ensemble de mon projet, bien voir quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette étape, quels sont les objectifs, et en fonction des objectifs, quels sont les utilisateurs que je dois associer. Et on voit bien que dès le départ, je pars avec utilisateurs et direction. J'ajoute à chaque fois, dès la deuxième partie, on doit déjà ajouter les services marchés. Alors que parfois, on attend carrément la partie ici pour les associer. Non, il faut les ajouter ici. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que pour, si on fait une étude de faisabilité et qu'on voit, on va dire, l'orientation de l'enveloppe budgétaire, ça va guider aussi l'orientation du type de procédure qu'on va pouvoir passer. MAPA ou appel d'offres formalisé ou quoi. Et donc, on aura ici,
au moment où on va voir les achats, vous voyez bien que tout le monde est sur le carrefour achat. C'est vraiment le passage obligé de tous les facteurs. Puis la partie réalisation. Je vous propose maintenant de nous attarder sur la case achat de manière un petit peu plus précise, parce que c'est vraiment la case décisive. Autant il est important d'avoir défini ici tous les objectifs, autant il est important d'avoir préparé la manière dont on va exécuter le marché pour que cette partie-là du projet, cette phase-là, se déroule sans trop de problèmes. Donc, on retrouve dans la case achat, on l'a déjà vu tout à l'heure, 4 pièces principales. Et pour bien comprendre ça, je vous propose qu'on regarde de très près quel est le rôle de chacune, à quelle face elle se rattache, et ce qu'on doit y trouver, sans trouver un micmac partout, un petit bout ici, un petit bout là-bas. Non, vous allez voir, chaque pièce joue un rôle, et le connaître nous donne déjà des grands atouts pour réussir le pilotage de notre projet. Donc, quelles particularités pour les unes et les autres? On a parlé de la phase conception, c'est-à-dire où on va voir tous les objectifs de quoi on a besoin pour satisfaire les besoins qu'on a trouvés. Eh bien, c'est le CCTP. C'est le CCTP qui doit dire quels sont mes besoins fonctionnels, techniques, en termes de formation, en termes d'assistance, tout. Tout doit être au niveau de cette étape-là. Puis, nous avons la phase d'achat. Dans la phase d'achat, on l'a vu il y a quelques minutes, c'est le règlement de consultation. Dans le règlement de consultation, je dois être aussi clair que possible sur comment les offres doivent être envoyées, comment elles doivent être construites, comment je vais les évaluer, avec quelle méthode de travail, est-ce qu'il y aura des démos, pas de démos, et surtout, et ça c'est une bonne nouvelle de la nouvelle réglementation, c'est que tous les MAPA, je vous rappelle qu'ils vont de 25 000 grosso modo à 200 000 euros, et ben, marché à procédure adaptée, on peut faire de la négociation. D'ailleurs, on doit faire de la négociation systématique. Donc, voilà. Et puis, on a le CCAP qui nous dit quel est le découpage du marché, comment on va l'exécuter, comment on va réceptionner, ça c'est indispensable, vous allez voir. Et puis, alors ça c'est pour nous, mais par contre, ce qui est intéressant aussi pour le titulaire du marché, c'est comment on va le payer. D'accord? Donc, on voit bien qu'en fait, chaque pièce a son rôle à jouer. CCTP, ce que je veux acheter, règlement de consultation, comment va-t-on l'acheter, et le CCAP, eh bien, comment je vais exécuter, quelles sont les conditions d'exécution, de réception et de paiement. Donc, ce sont vraiment 3 pièces maîtresses qu'on va retrouver à tout moment. Elles ont l'air d'être, on va dire, presque indépendantes les unes des autres. C'est vrai qu'on a un CCTP qui nous dit les besoins, le règlement de consultation, les conditions d'achat, CCAP. Néanmoins, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Alors, je suis désolée sur cette diapo, on a eu quelques petits soucis techniques. Donc, vous remplacez l'eau par une grosse croix, d'accord? Parce qu'on voit bien des pièces bien délimitées qui sont ensemble, mais qui ne sont qu'ensemble et qui ne donnent qu'une impression d'ensemble. Alors que la clé qui les relie les unes aux autres, et donc il y a certes des particularités, mais on va voir que dans certaines pièces, il y a des informations qui peuvent être sur une autre pièce à côté, un prérequis pour une action quelconque. Donc on voit bien qu'il y a des pénétrations des unes aux autres. Et ça, c'est une des choses qui sont hyper importantes de comprendre. Donc ici, ce n'est pas ce petit carré curieux qui est esthétique, mais en fait, c'est une petite coche comme quoi c'est OK, c'est bien, c'est le côté. Sur le, je crois, Pénélope qui se sera mis. Hein, oui, il y aura la version PDF qui sera mise, et donc avec les 4 couleurs, là, donc rouge, jaune,
rouge-vert, ça a un petit peu sauté Voilà. quand on l'a mis dedans, mais vous Voilà. aurez la bonne version par la suite par PDF. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, bien identifier les interactions entre les différentes pièces du marché, eh ben, c'est vraiment indispensable. Ce que je vous propose, c'est qu'on plonge pour bien décortiquer la phase de réalisation, pour voir au moment de la réalisation quelles sont les pièces, de quelles données on a besoin et comment ça marche. Donc, hop, voilà. Nous avons donc là, si je découpe, on va dire de manière cohérente, ma face des réalisations, alors je dis de manière cohérente, ce n'est pas ce qu'on trouve souvent. Malheureusement, cette case rouge ici, on la trouve encore trop souvent à mon goût ici. On va voir pourquoi. C'est vraiment la logique qui devrait prédominer. Donc, on a l'installation. Dans l'installation, c'est le CCTP, bien sûr, puisque c'est lui qui dit quels sont les prérequis techniques, fonctionnels et autres, et ce qu'on va installer. Bien. On a les délais d'exécution, c'est-à-dire la date maximale à laquelle ça doit être installé. Puis vient la phase de la partie formation, paramétrage, assistance. C'est des nouveaux au monde CCTP, puisque c'est là que je vais encore regarder ce que j'ai mis en prérequis pédagogique. C'est seulement à cette partie, une fois que tout ça est terminé et qu'on a fait en même temps la reprise des données et le développement des interfaces, que le titulaire va notifier la mise en ordre de marche. Et là, par contre, c'est mon CCAP qui va me dire quels sont les délais d'exécution et à quel moment. Et je vous conseille d'ailleurs d'être très clair dans votre CCTP et dire la mise en ordre de marche ne pourra être prononcée qu'à compter du moment où le logiciel sera installé, les utilisateurs formés, la reprise des données faite et le paramétrage réalisé. Pourquoi? Parce que cette mise en ordre de marche, qui est une date en réalité, va déclencher ma période de vérification d'aptitude. Et il ne faut en aucun cas que des actions qu'on n'aurait pas menées ici viennent piétiner cette phase-là, qui est déjà très chargée, puisque ici, il va falloir qu'on prenne le CCTP, qu'on regarde que tout ce qu'on avait, tous les besoins qu'on avait formulés sont bien satisfaits. Et ce qu'on a acheté, c'est bien ce qu'on a eu. Et ensuite, on a la phase des vérifications de services réguliers. On est déjà en production. Et donc, c'est plus toute la partie exécution du marché. Mais pour toute cette partie-là, on voit bien que c'est le CCAP. Alors, ce qui saute aux yeux sur une diapositive comme celle-ci, c'est qu'on trouve ici délai, on a ici des délais, on a des durées, bref, des dates, et on s'aperçoit qu'en fait, on se prend toujours un petit peu, on se mêle un petit peu les pinceaux avec délai, date, est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est 2 mois, est-ce que je le retrouve dans le CCTP, est-ce que c'est dans le CCAP? Et donc, pour mieux comprendre, voilà, voyons comment s'enchaînent, du point de vue timing, toutes ces opérations. Eh bien, j'ai la date de la mise en ordre des marches. Elle sert essentiellement à déclencher, c'est-à-dire à retourner le sablier de la période de vérification d'aptitude. Donc ici, on a bien une date, mais ici, on a une durée, on a une période. Cette période de vérification d'aptitude qui se termine par l'émission d'un PV, si tout s'est bien passé, la date de ce PV va déclencher ma période de vérification de services réguliers, qui elle également, une fois qu'elle se termine de manière satisfaisante, va donner lieu à un PV de réception ou d'admission, c'est le PV des VSR, et c'est cette date qui va déclencher la période des garanties. À l'issue de la période des garanties, qu'on retrouve, durée qu'on retrouve dans le CCAP, eh bien, c'est la période des maintenances qui prend le relais. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important qu'au moment où on est
de ce côté-là, c'est-à-dire vers les périodes de vérification, où on commence à trouver des bugs, plus ou moins bloquants, où on commence à prendre du retard, eh bien, on a un plus les problèmes de langage. Pourquoi? Parce que on va se retrouver avec notre fournisseur à parler délai, bien sûr. Sauf que on parle peut-être de délai, mais moi, dans ma tête, acheteur, c'est le planning qui m'intéresse, qui me pose souci. Mais moi, fournisseur, bah, c'est mon échéancier paiement. Parce que si on prend du retard ici, eh ben, on prend du retard euh, dans le rentrée dans la caisse et ça pose souci. Donc, vous comprenez bien que ça puisse générer des tensions, voire même des incompréhensions. Donc, la meilleure garantie reste quand même l'anticipation. On a suffisamment des documents, on va dire des outils qui devraient nous permettre de bien comprendre la cohérence. Je vais vous donner justement un petit outil de bon goût, simple, mais qui vous permettra déjà d'avoir bien en tête tout et surtout vérifier la cohérence de vos documents, c'est ce petit tableau. Ce petit tableau, il est fait sur un projet type SIRH avec un démarrage, une mise en production de la paye au 1er janvier. Donc, on va voir ici les grandes phases qu'on trouve dans le planning. On va voir les durées associées, les délais d'exécution du CCAP et l'échéancier paiement. Donc, on a bien prérequis installation paramétrage d'août à octobre. On avait dit dans le CCAP que le délai d'exécution était de 3 mois. Ça va, ça colle. Et puis, on avait dit au prestataire, à l'issue, vous allez prononcer la MOM et on vous paye 30%. Et on voit bien que si je récupère mes informations du CCTP, du planning et du CCAP avec les délais d'exécution et l'échéancier paiement, on devrait tomber là-dessus. Bon. Malheureusement, si on a fait chacun les pièces de son côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on va avoir des incohérences. Et les incohérences, elles sont des grosses conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme incohérence et conséquences? La première, c'est que si c'est l'informatique qui a fait le projet, eh ben, c'est que la technique l'importe sur les besoins fonctionnels. Autrement dit, je peux me retrouver au moment où je suis en train de faire la vérification à me dire, attends, on a paramétré, on a formé, mais et le mandatement de la paye? Ah ben, il manque l'interface. Ou alors, ah mais moi j'avais une interface qui me permettait de récupérer en automatique, je sais pas quoi, les factures. Ah ben oui, mais on l'avait pas vu. Ah ben, on est allé trop vite. C'est d'ailleurs ce qui arrive, et je vous mets en garde, quand on fait très vite une analyse des besoins, en s'appuyant sur le logiciel en place et pas sur les besoins réels de l'organisation. Parce que, souvenez-vous, on l'a vu, les acteurs, les utilisateurs mettent toute une quantité de stratégies pour pallier au manque. Donc, si je m'appuie sur le logiciel, il y a fort à parier que j'aurais oublié des choses en cours de route. Ensuite, on a un planning projet et on l'a vu qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre la disponibilité des uns et des autres, d'une part, et surtout les délais d'exécution par rapport au CCAP et que ça tienne la route. Que je ne me retrouve pas à finir mon projet suivant le CCAP début décembre alors que je n'en suis qu'aux 2 tiers. Alors, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais en fait, avec un tableau comme celui que je vous ai passé précédemment, ça permettrait déjà de se prémunir. Et puis, je pense je vais vous donner la liste les clés. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir éviter tous ces pièges. Le premier, c'est quoi? Eh ben, on l'a vu, c'est réfléchir de manière globale. Mon projet, il a des phases différentes et il faut très en amont, dès la lettre
mission, que je me projette dans l'avenir et que je me dise, jusqu'ici, comment ça va se passer? Avec qui on part? Quels sont les acteurs qu'on va associer très en amont du projet et qu'on va faire intervenir au fur et à mesure? Parce que dès qu'on les associe en amont, ça veut dire que, eh bien, on aura, pardon, beaucoup moins de soucis pour venir ici leur dire, coucou, tu te souviens, on avait rendez-vous pour telle chose. Alors que si vous venez les voir la veille, vous avez des chances, surtout si c'est la cellule marché, qu'il y a un autre marché prioritaire par rapport au vôtre qui passe devant. Enfin, on l'a vu, c'est un calendrier. C'est un calendrier aussi détaillé que faire se peut. Vous pouvez très bien, même si vous ne savez pas quel est le logiciel que vous savez utiliser, vous pouvez quand même faire un calendrier avec réunion de lancement, réunion de reprise de données, réunion de validation des prérequis, et vous projetez à quelle période et si possible à quelle semaine vous souhaitez que ce soit fait. Et surtout, n'hésitez pas à le mettre dans le dossier consultation des entreprises. Pourquoi? Parce qu'indirectement, vous êtes déjà en train de demander aux titulaires du marché de vous réserver les dates qui vous conviennent vous. D'où l'intérêt de faire ce calendrier avec les utilisateurs, bien entendu. Enfin, on a chaque pièce, on a vu que chaque pièce avait son rôle à jouer. Donc, j'espère que désormais, on n'aura pas des petits bouts de CCAP ici et puis des petites choses à droite et à gauche parce que ça rend l'exécution du marché et le pilotage du projet assez ardu à faire. Donc voilà. Il y a une cinquième chose. Vous vous en doutez? C'est un bon chiffre, le 5. C'est quoi? Eh bien, une bonne équipe, une bonne méthode, des outils de pilotage et une bonne dose d'énergie et d'enthousiasme pour parer aux aléas, parce que le propre d'un projet informatique et le propre d'un directeur de projet, c'est gérer les aléas. Et donc, bien anticiper, eh bien, c'est les diminuer. Merci de votre écoute et bon courage pour vos projets informatiques. Donc, on vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup, Madame Blumenthal. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions, vous les rédigez dans le petit module de chat et moi, je les transmets à l'oral à Madame Blumenthal. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également partager un retour d'expérience, des soucis que vous avez connus, vous, quand vous avez monté un projet informatique, etc. N'hésitez pas, c'est le moment. Il y a un petit temps d'échange qui est prévu pour ça. Alors, je regarde dans le petit module de chat. Alors, moi, j'avais une question qui était la suivante. Est-ce que toutes les préconisations et le DCE restent compatibles avec une méthode de développement agile? Oui. Selon vous? Oui. Alors, bien entendu, tout ce qu'on vient de voir est un petit peu le produit de la culture qu'on a, nous, en France, et de la culture de nos structures, qui est une culture avec un développement en V, c'est-à-dire très cadré, avec des phases très claires. La nouvelle méthode de développement agile, elles font d'une certaine manière la partie spécification technique avec la partie développement. On va tout faire en même temps. Donc, j'ai envie de dire, forcément, que votre CCTP, il reste indispensable, il reste valable. Par contre, il sera peut-être avec des précisions beaucoup moins techniques. Il va falloir privilégier tout le processus, les procédures et vraiment ce que vous voulez obtenir en termes de résultats concrets pour les utilisateurs. On va avoir besoin de la méthode, bien entendu, parce que cette méthode, de toute façon, on ne peut pas gérer des projets. Par contre, votre CCAP, là, pour le coup, il va être vraiment encore plus fondamental parce que la gestion de ce type de projet n'est pas simple. Il va y avoir besoin d'énormément de ressources et en permanence. Donc,
Et un projet comme ceux qu'on mène actuellement, où on dit, bon, il y a une période d'installation, puis vient la formation, puis viennent les tests, puis la mise en production, dans ces méthodes agiles, tout se fait en même temps. Donc, ça veut dire que pendant une semaine, je vais développer un processus, pas la totalité, un processus, le tester, le vérifier, et s'il est bon, continuer. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. En tout cas, une chose est sûre pour l'avoir vécu. Si vous avez un projet important à développer en méthode agile, n'hésitez pas à utiliser la carte assistance à maîtrise d'ouvrage et pas n'importe lequel. Assurez-vous qu'il y a une bonne expérience en méthode agile, sinon vous allez exploser le calendrier et le budget. Et ça, c'est pas évident à gérer. Oui, alors moi j'ai également une autre question. Donc, vous avez, au vu de votre expérience, vous avez connu un petit peu le côté chez l'éditeur de logiciels, le côté service informatique. Selon vous, voilà, quelle est l'erreur, entre guillemets, qui peut être la plus facilement évitable, voilà, lorsqu'on se lance dans un projet informatique? Alors, l'erreur la plus évitable, je suis désolée pour vous, une grande majorité participants, où il y a beaucoup d'informaticiens, l'erreur à pas commettre, c'est de mettre l'informaticien comme directeur de projet. D'accord. Pourquoi? Parce que il est d'une certaine manière juge et partie, d'une part, et d'autre part, il faut le préserver. Il faut faire monter quelqu'un du fonctionnel, du métier pour piloter le projet, assister d'un chef de projet informatique. Mais il faut préserver parce que il faut que le métier s'approprie le logiciel. Or, culturellement, pendant des années, et ce qu'on a fait, c'est qu'on laissait à l'informatique la charge. Et du coup, l'informatique, elle se retrouve à faire une hotline permanente, une assistance permanente avec les utilisateurs. Et ça va nuire énormément à l'informatique elle-même parce que aujourd'hui l'informatique est devenue très complexe et une assistance sur un logiciel métier nécessite non seulement les compétences techniques mais surtout les compétences métiers et ça un informaticien ne peut pas les assurer. Donc voilà. Très bien. Petite question également, vous avez dû être confronté, j'imagine, à par exemple, des éditeurs de logiciels peut-être pas très avenants ou peut-être un petit peu qui n'en faisaient un petit peu qu'à leur tête. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous regardent, qui ont des difficultés à communiquer avec, par exemple, les éditeurs de logiciels, etc., pour lancer justement, continuer à lancer une bonne dynamique? Qu'est-ce que vous conseillez, vous qui avez été justement des deux côtés? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord faire le point en interne. Pourquoi? Parce que souvent, la machine, on va dire, a bon dos. Et dans une organisation, il est plus facile de taper sur le logiciel ou sur la machine que sur l'organisation elle-même. Et souvent, j'ai été effectivement près de 15 ans chez GFI Progiciel, donc j'étais un petit peu à peu près à tous les postes possibles. Et ce qu'on remarque dans la quasi-majorité du temps, bien sûr, il y a des logiciels qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais ce qu'on remarque quand même souvent, c'est le manque parfois des métiers des utilisateurs. Et utiliser une calculatrice sans connaître les maths, c'est pas possible. Donc, seulement une fois que vous avez fait ça, vous revenez effectivement vers l'éditeur, mais avec des choses très factuelles. Pas, c'est pas logique, ou ça marche pas, ou les données disparaissent. Non, il faut vraiment être très factuel pour pouvoir être constructif. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une question que je vous transmets sur des conseils. Voilà, si vous avez également des conseils sur la phase négociation. Est-ce que vous auriez aussi des conseils à apporter à nos participants à distance? Je répète, bien sur la phase de négociation. Oui.
Oui, alors la première chose, c'est imaginer la négociation en amont, la prévoir en amont. C'est-à-dire que il va falloir que j'analyse bien, que je me prépare une méthode d'analyse des offres aussi claire que possible. Et c'est l'analyse des offres d'où va émerger en fait les idées des négociations. Vous savez, vous pouvez très bien avoir une offre qui est très bonne et où la seule difficulté est la partie financière. J'ai presque envie de dire, c'est la plus facile. Mais il ne faut pas chercher à tout prix à baisser les prix. Parce que fatalement, un jour ou l'autre, quand on a trop baissé les prix, c'est la qualité qu'on finit par baisser. Donc, il y a des fois, il vaut mieux négocier des journées de formation supplémentaires plutôt qu'une réduction des prix. Donc voilà, je pense que si vous le faites comme cela, si vous faites votre analyse des offres et à chaque fois vous regardez sur quel point vous souhaitez travailler, vous aurez beaucoup plus, on va dire, des chances de réussir si vous négociez sans faire tirer le prix automatiquement vers le bas. Très bien. Donc faire attention à l'aspect financier. Une autre question. Vous indiquiez qu'il est préférable de ne pas se baser sur le logiciel existant dans l'analyse des besoins. Une enquête d'usage ne vous semble pas pertinente en amont durant le diagnostic? Oui, mais seulement dans une deuxième étape. Pourquoi? La première chose qu'il faut voir, et c'est une méthode que j'avais conçue et mis en œuvre et appliquée lorsque j'étais un cabinet indépendant, c'est de dire, on se met à plusieurs, on prend un processus et on le trace au crayon. C'est ce que je fais habituellement, sans prendre les logiciels. Ça permet en fait de repérer d'abord le circuit complet du processus, puis voir à quel moment on utilise le logiciel, ou à quel moment on utilise autre chose que le logiciel en place. Ça peut être un tableur Excel, calque, voire même un petit cahier où on note des choses. Parce que votre logiciel demain, il va être constitué de l'ensemble des choses satisfaites par le logiciel en place aujourd'hui, mais aussi qui manque au logiciel en place, d'une part. Et d'autre part, ça va vous permettre également de vérifier si vous n'avez pas des lacunes métiers qui font qu'on met en place des usines à gaz, mais qui viennent pallier en fait des choses qu'on n'a aucune raison et aucun intérêt à reconduire sur le logiciel suivant. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. S'il y a encore des questions, c'est le moment. Ah, alors, Madame Boubé vous remercie. Voilà. Si vous avez encore des questions, c'est le moment, c'est les dernières minutes qui restent. Je vous rappelle à la fin qu'il y aura le petit sondage. Je vous demanderai de prendre, donc, comme je vous l'explique, quelques secondes pour remplir juste 2 questions, si vous le souhaitez, que 2 questions qui sont très importantes. C'est-à-dire déjà de m'indiquer si vous étiez plusieurs derrière un écran. Puisque moi, après, je vais pouvoir vous transmettre justement les certificats en fait, de formation à tous les participants qui étaient avec vous. Voilà, donc ça, ce sera très important. Et également de me donner les sujets de formation que vous souhaitez au programme 2017. S'il y a d'autres thématiques spécifiques au TIC, à l'informatique, vous me les donnez. Et moi, je travaillerai avec mon collègue Jean-Michel Rosenal, qui est le responsable du réseau TIC, pour vous proposer justement des sujets intéressants. Voilà. Alors, on a encore une question pendant que j'étais en train de vous parler, que je vous transmets. Voilà. Quelle part donnez-vous au sourcing dans le cadre de la définition des besoins et à quelles étapes du projet sont-elles pertinentes? Merci. Alors, le sourcing à utiliser avec modération, mais à utiliser vraiment. Le sourcing, pour moi, il ne peut venir qu'une fois que j'ai fini l'analyse de mes besoins. Il fait partie de l'étude de faisabilité. L'objectif du sourcing, c'est de dire, voilà mes besoins, est-ce qu'ils sont, oui ou non, satisfaisables par un outil du marché?
petit 1. Petit 2, est-ce qu'il y a des collègues autour de moi qui l'utilisent? Et du coup, avec quels avantages et quels inconvénients? Et surtout, c'est le sourcing qui va nous permettre également de constituer une enveloppe budgétaire raisonnable. Alors, je tire votre attention là-dessus. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Souvent, ce qu'on voit, c'est que on arrive, on arrive la tête la première dans le sourcing sans savoir analyser ses besoins. Du coup, le risque, c'est qu'on fasse un cahier des charges qui répond aux besoins qui satisfait le logiciel que j'ai vu. Donc, donnez-vous, respectez bien vos étapes, comme on l'a vu dans la liste des clés d'or, on va dire. Respectez bien les étapes. Faites d'abord votre analyse des besoins et seulement à la fin, une enquête de voisinage et du sourcing. Très bien. Merci beaucoup. Je regarde dans le module pareil. Monsieur Martin vous remercie également. Je regarde et je vois qu'il n'y a plus de questions. Si vous aviez des questions par